Part 1. Le fusil est arrivé au centre d'essai à Bakan, à Kovrov, en septembre 1993, emballé dans de la mousse à l'intérieur d'une caisse de transport militaire. Gennady Nikonov se tenait dans la salle d'observation pendant que les officiers de tir extrayaient l'AN-94 de son contenant pour le poser sur la table d'examen. L'équipement semblait conventionnel au premier abord. Boîtier de culasse en acier embouti, garnitures en polymère, crosses pliables latéralement. Mais lorsque l'évaluateur principal a retiré le capot anti-poussière, l'architecture interne s'est révélée. Il y a des câbles à l'intérieur, a remarqué l'officier. Nikonov a acquiescé. L'ensemble du canon est mobile. Il se déplace indépendamment lors de l'activation. Le silence s'est installé dans la pièce. La conception des fusils soviétiques suivait un principe unique depuis 1947. Le boîtier est fixe, la culasse bouge, le canon reste immobile. Mikhail Kalachnikov avait bâti un empire sur cette logique. L'AK-47, l'AKM, l'AK-74, tous partageaient la même architecture fondamentale. Nikonov l'avait abandonné. Le programme à Bakan avait débuté 12 ans plus tôt avec un mandat précis. Développer un fusil augmentant la probabilité d'impact sans changer de munitions ni dépasser les limites de poids acceptables. L'armée soviétique avait observé que les soldats, utilisant des dispositifs automatiques, atteignaient rarement des cibles au-delà de 100 mètres. Le recul perturbait la visée. Le relèvement de l'extrémité de l'objet dispersait les projectiles. Le problème mécanique était simple. L'appareil bougeait plus vite que les projectiles ne pouvaient quitter le canon lors d'une utilisation soutenue. 47 équipes de conception avaient soumis des propositions. La plupart tentèrent de réduire le recul par des freins de bouche, des systèmes de culasse équilibrés ou des matériaux avancés. Nikonov avait choisi une approche différente. Ne pas réduire le recul, mais le retarder. Si le fusil pouvait libérer 2 projectiles avant que l'utilisateur ne ressente la moindre force, ceux-ci voyageraient vers le même point de visée. Les 3e et 4e pourraient se disperser, mais les 2 premiers resteraient groupés. L'évaluateur a saisi le fusil, a soupesé sa répartition de masse et a examiné le canon par la fenêtre d'éjection. Cela a passé les essais préliminaires. Il a remporté la compétition de Kovrov en 1991, a répondu Nikonov. Nous l'avons perfectionné depuis. La complexité était évidente. Là où l'AK-74 comptait 30 pièces mobiles, l'AN-94 en possédait 43. Le système de poulies exigeait une tension de câble précise. L'ensemble du canon mobile ajoutait des étapes mécaniques susceptibles de faillir sur le terrain. Pourtant, les données de 1991 montraient une amélioration mesurable. Les groupements à 100 mètres étaient 15% plus serrés en mode rafale de 2 coups par rapport à l'AK-74. L'officier a reposé le fusil sur la table. Nous commencerons les tests cycliques demain. Le contexte politique a bien changé depuis le lancement de ce programme. Nikonov comprenait. L'Union soviétique n'existait plus. La Fédération de Russie avait hérité du programme Abakan, mais pas de son budget ni de sa certitude institutionnelle. L'AN-94 allait devoir prouver sa valeur, non seulement comme une prouesse technique, mais comme une réalité de production abordable dans une économie effondrée. Si des récits comme celui-ci vous aident à comprendre comment l'ingénierie a discrètement façonné l'histoire, dites-nous en commentaire ce qui vous a surpris jusqu'ici, et restez avec nous pour le prochain chapitre. Part 2. Nikonov avait commencé le travail de conception en 1987 à l'usine Izhmash d'Ijevsk, où les équipements de précision soviétiques étaient fabriqués depuis 1807. Le cahier des charges d'Abakan était strict. Développer un dispositif capable de placer 2 projectiles dans un cercle de 15 cm à 100 mètres en mode rafale, tout en maintenant sa fiabilité entre 50 degrés C et plus 150 degrés pour un poids n'excédant pas 4 kg. Le problème de la synchronisation du recul était documenté dans les revues spécialisées depuis les années 1950. Lors de l'activation, le porte-culasse recule. L'étui est éjecté. Le ressort de rappel se comprime.
Tout cela se produit en quelques millisecondes, mais l'impulsion de recul, la force vers l'arrière, atteint l'épaule de l'utilisateur presque instantanément. En mode automatique, le second projectile quitte le canon, alors que l'objet a déjà commencé à bouger. Les croquis initiaux de Nikonov montraient un système classique par emprunt de gaz avec un ajout non conventionnel, une seconde couche d'isolation mécanique. Il imaginait le canon et l'ensemble de culasses comme une unité pouvant voyager indépendamment à l'intérieur du boîtier. Des ressorts et des câbles contrôleraient ce mouvement, permettant au mécanisme de tir de compléter une rafale de 2 coups avant de transférer l'énergie à la crosse. Ses collègues d'Izhmash étaient sceptiques. Vous ajoutez du poids et de la complexité pour résoudre un problème que l'entraînement règle déjà, lui avait dit un ingénieur senior lors d'une revue de conception en 1988. Nikonov lui montra les données de test. L'entraînement suppose des conditions idéales, les situations critiques non. Si nous pouvons améliorer mécaniquement la probabilité d'impact de 15%, nous changeons l'issue des engagements. La préoccupation majeure était la fiabilité. La K-47 fonctionnait dans la boue, le sable et la glace, malgré une négligence extrême parce qu'il avait peu de pièces mobiles et des tolérances généreuses. Chaque composant supplémentaire dans le design de Nikonov était un point de défaillance potentiel. Le système de câbles exigeait une lubrification. Le mécanisme de poulie nécessitait un alignement précis. Le canon mobile ajoutait une masse susceptible de se décaler lors d'un choc. En 1989, Nikonov avait construit 3 prototypes fonctionnels. Le premier s'est enrayé après 300 coups. La tension du câble était incorrecte. Le système de poulie ne pouvait maintenir la cadence sous un usage soutenu. Le deuxième prototype fonctionnait de manière fiable, mais pesait 4,3 kg, dépassant les exigences. Le troisième intégrait des matériaux plus légers et des ressorts révisés. Il passa le test d'endurance initial de 10 000 coups. Le centre d'essai de Kovrov a évalué ce troisième prototype en janvier 1991. Le protocole était brutal, tir cyclique par 40 degrés C, suivi d'une immersion dans l'eau glacée, puis tir immédiat sans nettoyage. L'AN-94 a complété le protocole. Les données de précision confirmaient les améliorations prédites. Le concept de Nikonov accéda à l'étape finale. Cependant, l'Union soviétique s'est dissoute 10 mois plus tard. Le programme Abakan a survécu sous la supervision militaire russe, mais avec des fonds réduits et un soutien politique incertain. Nikonov a passé les années 1992 et 1993 à affiner le design pour la fabrication. Le passage des câbles a été simplifié. Le système de poulie a été renforcé. Les dimensions du boîtier ont été ajustées pour s'adapter aux outils de production existants d'Izhmash. En septembre 1993, l'objet sur la table d'examen représentait 6 années de résolution de problèmes itératives. Chaque composant avait été testé, avait échoué, avait été redessiné, puis testé à nouveau. La complexité demeurait, elle était irréductible compte tenu de l'exigence mécanique. Le mécanisme de rafale ultra rapide ne pouvait être simplifié sans abandonner l'innovation centrale. Part 3. Le mécanisme opère par étapes, chacune dépendant d'une synchronisation millimétrée. Lorsque l'utilisateur presse la détente en mode rafale de 2 coups, le percuteur s'active. La charge s'enflamme. La pression des gaz propulse le projectile dans le canon, tout en poussant simultanément le porte-culasse vers l'arrière via le système d'emprunt de gaz. Dans un fusil classique, ce mouvement arrière se transmet immédiatement au boîtier, puis à la crosse, puis à l'épaule de l'utilisateur. Le délai est d'environ 3 millisecondes. L'objet commence à bouger avant que le projectile ne soit sorti. L'AN-94 interrompt cette chaîne. L'ensemble du canon, comprenant le canon, le tube à gaz, le porte-culasse et le mécanisme de rappel, n'est pas fixé au boîtier. Au lieu de cela, il glisse sur 2 rails de guidage à l'intérieur d'un logement secondaire. Au premier coup, l'ensemble recule, mais ce mouvement est contraint par un système de poulies relié à 2 câbles en acier. Les câbles partent de l'ensemble du canon,
passent sur des poulies montées dans le boîtier et se connectent à un système de contrepoids près de la crosse. Tandis que le canon recule, il tire les câbles, qui entraînent le contrepoids vers l'avant. Les forces s'équilibrent. L'énergie du recul est absorbée de manière interne, convertie en travail mécanique au sein même du fusil, plutôt que d'être transmise immédiatement à l'utilisateur. La culasse termine son cycle, éjection, chargement du second projectile et verrouillage, alors que le canon est encore en train de reculer dans son logement. Le second coup part avant que la première impulsion de recul n'ait fini de se propager. La cadence cyclique pour ces deux tirs est de 1800 coups par minute, soit 33 millisecondes entre chaque projectile. Ce n'est qu'après l'éjection du second étui que la force de recul accumulée surmonte la tension des ressorts et la résistance des câbles. L'ensemble du canon atteint sa limite arrière. Le système de contrepoids se libère. L'énergie stockée se transfère via le boîtier vers la crosse. L'utilisateur ressent le recul comme une impulsion unique et combinée, deux tirs délivrés en un seul événement mécanique. Le défi d'ingénierie résidait dans la synchronisation. La pression des gaz devait être calibrée avec précision pour propulser la culasse à la bonne vitesse. La tension des câbles devait permettre exactement assez de course arrière pour 2 cycles complets. La force des ressorts devait ramener le canon vers l'avant après la rafale, sans provoquer de cycle prématuré. Les tolérances se mesuraient en dixièmes de millimètre. Les plans de Nikonov montraient chaque vecteur de force, chaque contrainte temporelle et chaque point d'interférence mécanique potentielle. Les poulies n'étaient pas des composants standards. Elles étaient usinées sur mesure, selon des diamètres spécifiques, contrôlant la vitesse des câbles. Les rails exigeaient un acier trempé pour supporter 10 000 cycles sans une usure qui aurait introduit du jeu dans le système. L'équipement fonctionnait également en mode automatique classique à 600 coups par minute. Dans ce réglage, le mécanisme de rafale ultra rapide se désengageait. Le canon restait relativement fixe et le fusil se comportait comme un système conventionnel. Le sélecteur contrôlait quel chemin mécanique l'objet suivait, rafale synchronisée ou automatique standard. Pensez-vous que ce choix de conception était inévitable ou un pari risqué pour l'époque? Partagez votre avis en commentaire et transmettez cette histoire à quelqu'un qui aime comprendre le fonctionnement réel des choses. Part 4. La phase de test d'endurance à Kovrov a duré 4 mois. Le protocole exigeait de tirer 50 000 coups avec chaque prototype sous diverses conditions. Températures extrêmes, exposition à la poussière, immersion dans l'eau et stress d'impact. 3 fusils AN-94 furent soumis. 2 terminèrent l'épreuve. L'un échoua à 37 000 coups lorsqu'un câble se rompit sous la tension lors de tirs par 35 degrés. L'analyse de la défaillance montra que le matériau du câble, un acier de type corde à piano, devenait fragile par grand froid. Le système de poulies augmentait la tension lors de la cadence rapide et la combinaison du froid et de la contrainte dépassa la limite de rupture. Nikonov retourna à Izhmash avec le câble brisé et 3 semaines pour résoudre le problème. La solution fut métallurgique. Il trouva un alliage d'acier différent, celui utilisé pour les câbles de commande aéronautique, avec une teneur en nickel plus élevée pour une meilleure ductilité à basse température. Les câbles furent remplacés sur tous les prototypes. Les tests reprirent en février 1994. Les 3 exemplaires complétèrent le protocole complet de 50 000 coups sans défaillance de câble. La phase suivante fut celle des essais sur le terrain avec des unités actives. L'armée russe sélectionna la 12e brigade de la garde. Les soldats reçurent 10 AN-94 et 5 000 munitions. La période d'essai dura 6 semaines. Les retours furent contrastés. Les rapports positifs soulignaient l'amélioration de la précision lors de courtes rafales. Les utilisateurs observaient des groupements plus serrés à 100 mètres par rapport à leurs AK-74 habituels. La rafale ultra rapide donnait une sensation inhabituelle, un effet de double tape décalé, mais devenait intuitive après 200 coups de familiarisation. L'équilibre de l'objet était bon et la crosse pliante robuste. Les rapports négatifs se concentraient sur la complexité. L'AN-94
exigeait plus de temps de nettoyage que l'AK-74. Le système de câbles nécessitait une inspection périodique. Les soldats notaient que le démontage pour l'entretien sur le terrain était plus complexe. Le logement des poulies devait être manipulé avec soin pour ne pas endommager le passage des câbles. Dans la boue, les rails de guidage accumulaient des débris qui affectaient la fluidité du canon. Un sergent remit un rapport détaillé. Ce fusil est plus précis, mais il n'est pas plus pratique. Nous pouvons maintenir la précision avec l'AK-74 par l'entraînement. Nous ne pouvons pas entraîner l'AN-94 à être plus simple. Nikonov lut chaque rapport. Il comprenait la critique. La famille AK-47 avait réussi parce qu'elle fonctionnait malgré les mauvais traitements, la négligence et un entretien minimal. L'AN-94 exigeait du soin. Ce n'était pas un équipement pour n'importe quel soldat, c'était un outil pour des unités professionnelles ayant le temps de s'entraîner et d'entretenir correctement leur matériel. Le commandement militaire russe parvint à une conclusion similaire. L'AN-94 entrerait en service limité, destiné aux forces spéciales, aux unités aéroportées et aux formations d'élite. L'infanterie standard conserverait l'AK-74. Les chiffres de production resteraient modestes, environ 2000 unités par an, une fraction de la production de l'AK-74. Nikonov accepta ce résultat. L'objectif n'avait jamais été un remplacement massif. Il s'agissait de prouver que l'innovation mécanique pouvait améliorer les performances des dispositifs de précision. L'AN-94 démontrait que la gestion du recul pouvait être contrôlée par une ingénierie astucieuse. L'objet existait, il fonctionnait et il validait le principe. Par 5. La curiosité finale concernant l'AN-94 ne réside pas dans son fonctionnement, mais dans la manière dont il fonctionne avec les moyens de production russes des années 1990. Le mécanisme de rafale ultra rapide aurait pu être réalisé avec des commandes de tir électronique ou des systèmes informatisés. Nikonov n'en a utilisé aucun. Chaque composant est mécanique, visible et compréhensible avec des outils basiques. Le système de poulies est l'idée maîtresse. Les poulies redirigent la force sans consommer d'énergie. En acheminant les câbles sur des roues calibrées, Nikonov a créé un ordinateur mécanique, un dispositif qui effectue un calcul par le mouvement physique plutôt que par le traitement numérique. Le calcul est simple. Retarder la transmission de la force de recul du temps exact nécessaire à 2 cycles de tir. Cette approche ne nécessitait aucune source d'énergie autre que le propulseur de la cartouche lui-même. La pression des gaz qui meut la culasse entraîne aussi le canon. Les ressorts qui ramènent le mécanisme stockent et libèrent aussi l'énergie du recul. Le système est clos, autonome et sans apports externes. Il ne peut pas tomber en panne électronique car il n'en possède aucune. La contrepartie est la complexité mécanique. L'électronique peut exécuter des séquences complexes avec peu de pièces mobiles. La mécanique exige de multiples composants travaillant en coordination parfaite. L'AN-94 possède 16 pièces de plus que l'AK-74, chacune devant être fabriquée avec des tolérances plus strictes. La tension des câbles doit être réglée au montage et vérifiée régulièrement. Les poulies doivent tourner librement sans jeu. Mais cette complexité est transparente. Un armurier formé peut démonter l'AN-94, inspecter chaque pièce et comprendre précisément le fonctionnement du mécanisme. Il n'y a pas de logique cachée, pas de logiciel propriétaire, pas de boîte noire. L'équipement est entièrement connaissable. Cette philosophie reflète le savoir-faire institutionnel d'Ijmash. L'usine construisait des fusils depuis les guerres napoléoniennes. Ces ingénieurs savaient que les équipements militaires doivent survivre des décennies en stock, être réparables sur le terrain et fonctionner quel que soit le niveau technique de l'utilisateur. L'électronique vieillit mal, les logiciels deviennent obsolètes. Les systèmes mécaniques bien conçus, eux, durent. Le mécanisme de rafale ultra rapide représente l'apogée de l'ingéniosité mécanique. La performance maximale atteignable sans quitter le domaine des ressorts, des câbles et de l'acier. Nikonov ne pouvait simplifier l'AN-94 sans abandonner son innovation.
Il ne pouvait le rendre plus sophistiqué sans introduire des composants que les usines russes de 1994 ne pouvaient produire de manière fiable ou que les soldats ne pouvaient entretenir. L'objet se situe à un point d'inflexion. Il est arrivé après que l'Ak-47 ait défini ce qu'un fusil militaire devait être, simple, robuste, gérable par des conscrits. Il est arrivé avant que les systèmes de contrôle numérique ne deviennent la norme. L'AN-94 est la dernière génération d'innovation purement mécanique, la fin d'une tradition de design commencée avec les fusils à verrou des années 1800. L'ultime curiosité est temporelle. L'AN-94 a été conçu pour une armée soviétique qui n'existait plus au début de sa production. Il a réussi techniquement mais est né dans une réalité géopolitique qui ne pouvait soutenir son déploiement complet. Le dispositif prouve son principe. Le recul peut être retardé mécaniquement. Mais ce principe est arrivé trop tard, trop complexe et trop coûteux pour l'armée qui l'avait commandé. Par 6. L'AN-94 reste en service au sein des unités de forces spéciales russes. Environ 50 000 exemplaires ont été produits entre 1994 et 2006, date à laquelle la production a largement cessé. L'équipement est reconnaissable sur les photos d'exercices militaires par son profil de boîtier distinctif, sa crosse pliante et son centre de gravité légèrement avancé dû au système de canon mobile. Aucune autre armée n'a adopté ce design. La complexité et les exigences d'entretien le rendent peu adapté à l'exportation ou à la production sous licence. L'objet existe dans un contexte institutionnel spécifique, la tolérance des militaires russes pour l'équipement spécialisé au sein des unités d'élite. L'Ak-74M reste le standard pour l'infanterie générale, exactement comme les essais sur le terrain l'avaient prédit. Les ingénieurs étudient l'AN-94 comme un cas d'école de créativité sous contrainte. Nikonov faisait face à un problème précis. La synchronisation du recul détruit la précision des rafales. Il avait des outils spécifiques, les capacités de production de l'ère soviétique, pas d'électronique, et une limite de poids de 4 kg. Sa solution était géométriquement élégante. Isoler le mécanisme sur une plateforme mobile, contrôler son mouvement par des câbles et des poulies, synchroniser le tout par des ressorts. L'objet démontre que les technologies matures recèlent encore des espaces de conception inexplorés. Le fusil automatique était considéré comme un problème résolu vers 1980. Nikonov a montré que l'architecture pouvait supporter une révision interne radicale si le concepteur acceptait de nouvelles formes de complexité. L'héritage de l'AN-94 est plus académique qu'opérationnel. Il apparaît dans les manuels spécialisés comme exemple d'approche alternative à la gestion du recul. Les ingénieurs citent son système de poulies lorsqu'ils discutent des mécanismes de retard mécanique. L'objet valide un principe sans détrôner le design plus simple qu'il devait remplacer. Nikonov a continué à travailler chez Izhmash jusqu'à sa retraite, concevant des modifications pour les systèmes existants et agissant comme consultant. L'AN-94 est resté son œuvre majeure, la preuve que l'ingéniosité mécanique pouvait encore faire progresser la technologie à la fin du XXe siècle. Le fusil appartient à une catégorie inhabituelle, trop complexe pour une adoption de masse, trop fonctionnel pour être considéré comme un échec. Il fonctionne, il améliore la précision de manière mesurable. Il exige un entretien que les soldats peuvent assurer s'ils sont formés. La question n'était pas de savoir si l'AN-94 pouvait réussir techniquement. Il y a répondu en 1994. La question était de savoir si l'environnement militaire supporterait un équipement exigeant davantage de ses utilisateurs. La réponse fut nuancée. Les unités d'élite l'ont reçu et utilisé efficacement. L'infanterie standard ne l'a pas fait, car la structure institutionnelle privilégiait une fiabilité basée sur le plus petit dénominateur commun. L'AN-94 demande aux soldats de prendre soin de son outil, de le maintenir et d'en comprendre la logique mécanique. L'Ak-74 ne demande rien d'autre qu'un nettoyage et un chargement sommaire. L'ingénierie progresse quand les contraintes forcent la créativité. Nikonov
à affronter l'effondrement économique, le scepticisme institutionnel et le mandat d'améliorer les performances sans accès à l'électronique de pointe. Il a réussi en revenant aux principes fondamentaux, non pas comment faire un meilleur fusil, mais comment faire tirer le fusil 2 fois avant qu'il ne bouge. La réponse fut une chorégraphie mécanique, une danse de câbles et de ressorts cadencée à la milliseconde près. L'AN-94 est l'équipement que la Russie a bâti quand elle pouvait encore produire des choses complexes, quand la mémoire institutionnelle et la capacité manufacturière s'alignaient pour créer quelque chose de véritablement innovant. Il reste en service limité, rappelant que l'ingénierie mécanique a atteint une sophistication extraordinaire avant d'être remplacée par les systèmes numériques. Si vous appréciez les récits authentiques sur la manière dont l'ingénierie a façonné le monde, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez.